réponses. Et tout de suite, je demande à Pauline de Navaille, de Analyste Retail Média, de nous rejoindre, ainsi que Catherine Jordi de Bonduel, responsable digital, médias et relations consommateurs. Et bien sûr, Nicolas Trollet, Managing Director Europe de Unlimitail. Bonjour à vous deux, à vous trois. Tout le monde a un micro, on est bien, vous êtes bien installés. Bon, on est ravis de vous accueillir. Hein, alors, Catherine, un peu de route depuis Lille, c'est ça, toujours? Ça va? On est très heureux de t'accueillir parce que on a souvent joué de malchance. Hein. Donc là, on t'a avec nous, on ne te lâche plus. Et donc, merci d'être là pour nous parler un peu de la stratégie de Bonduel. Nicolas, habitué, pilier du secteur, tu as une nouvelle marque. Hein, alors, est-ce que ce ne serait pas la première intervention publique d'Unlimitail? Sur 2024, c'est possible. C'est possible. Eh ben, on peut. C'est peut-être une exclusivité Numberly. Mais tout à fait, tout à fait. Donc on est flattés. Merci à vous trois. Pauline, grande forme aujourd'hui, je crois. Hyper en forme. Hyper en forme. Alors on va attaquer par le food, hein, roi du retail média, avec ce petit slide que vous n'avez pas vu, je crois, Nicolas et Catherine. Non. Voilà, tout simplement, le grocery va devenir la plus grosse catégorie du e-commerce en 2026, en tout cas aux États-Unis, avec 19% de la part du e-commerce et dépasser apparel and accessories, donc le textile, a priori, la mode. C'est assez impressionnant, voilà. Donc ça vous fait plutôt plaisir, j'imagine. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, première question, Pauline, c'est à toi, je crois. Alors, c'était pas à moi, mais je peux la poser quand même. Vas-y. Quelles ont été les grandes étapes pour toi, Catherine, pour Bonduel, en matière de retail média? Alors, il y a eu plusieurs étapes depuis quelques années maintenant. Très honnêtement, au début, ça a été plutôt tactique et opportuniste. On avait fait des premières opérations in-store, on-site, liées plutôt au deal lié aux contreparties commerciales. Et puis là, on a vu qu'on pouvait avoir des bilans d'impact vente. Et là, on s'est dit, waouh! C'est la première fois qu'on peut avoir des résultats directement d'une activation sur nos ventes. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On va monter un groupe de travail en interne. Et puis, on va commencer à tester petit à petit. Il y a eu plusieurs opérations donc, directement sur les sites de Drive. Et puis après, on a eu l'occasion de tester plutôt l'extension d'audience. Et là, on s'est rendu compte que ça nous a permis de créer des cibles médias, de comprendre nos clients, de créer des parcours pour nos consommateurs et de pouvoir les adresser aussi bien sur le haut de funnel avec du branding que directement dans les drives pour toucher directement la partie conversion. Donc voilà, on a testé. C'est quelque chose qu'on aime bien faire chez Bonduel. Et puis après, on a travaillé ensuite avec Thibaut pour tester les différences entre des campagnes courtes et campagnes longues. Et ça nous a permis d'avoir pas mal d'apprentissage. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Nicolas, si on parle un peu d'Unlimitail, puisqu'on a compris que c'était une exclusivité, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'ambition, finalement, que vous portez chez Unlimitail cette année? Forcément, elle est grande, sinon c'est jamais intéressant. Non, aujourd'hui, je pense qu'on a un vœu ou un souhait au-delà d'une ambition, c'est de déployer le potentiel du retail média chez nos clients. Quand je parle de clients, il y en a deux qui sont différents, qui ont une même finalité mais pas le même besoin au départ. On a les retailers d'un côté et les marques de l'autre. Quand on parle de déployer le potentiel retail média chez un retailer, on a tout de suite une logique technologique, forcément, avec la technologie Citrus, qui, sur la partie on-site, on a aussi des solutions sur la partie off-site. Donc, c'est de rendre simple, accessible, ce déploiement de retail média chez un retailer et surtout de l'aider d'un point de vue organisationnel, structurel, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir, comme on le sait, un gros historique Carrefour chez Unlimitail. Donc, en fait, quand on parle à un retailer, on sait les problèmes qu'il peut avoir chez lui aujourd'hui, les problèmes organisationnels, ce que c'est de mettre une technologie, l'investissement humain, financier que ça comporte. Donc, on est aussi capable de l'accompagner dans tout ce chemin, au-delà de se dire j'ai une technologie qui est intéressante et qui fonctionne très bien. C'est je comprends ce que tu vis, je peux t'aider
à aussi faire changer les choses. Et on a aujourd'hui des discussions avec des retailers en route où la partie technologique est un sujet, mais limite, elle est à côté. Le plus gros besoin qu'ils ont aujourd'hui, c'est de dire, OK, voilà la picture que j'ai chez moi aujourd'hui, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui ne fonctionne pas, ou voilà où j'aimerais aller, d'après vous, comment je dois faire. Et c'est ça qui rend, je trouve, l'approche plus intéressante, c'est qu'on met de côté le côté purement produit, mais là, on rentre dans de l'organisationnel, de la ressource, de la transformation réelle, et c'est ça qui, en tout cas, est intéressant sur la partie retailer. Et sur la partie marque, c'est la même chose, mais comment nous, on met nos assets, nos services et surtout nos cerveaux, ce que vous faites au quotidien chez Dumberly, c'est comment on met toute cette matière au service des marques pour que l'utilisation des assets réponde à l'ensemble des besoins et que les 10 frontières que tu as nommées jusqu'à présent, en fait, on arrive à les casser, mais ils ne peuvent pas le faire sans nous et nous, on ne peut pas le faire sans eux. Donc, c'est comment on crée ce lien-là pour construire, tester. J'ai beaucoup aimé le tester de je fais un truc, ça marche pas. Et ben, c'est pas pour autant qu'il faut le mettre de côté. En fait, on le retravaille, on le refait différemment, on relaisse une chance, on retravaille dessus. C'est ça tout l'enjeu. Et bien sûr, à un niveau mondial où aujourd'hui on est présent dans 8 pays sur un limité qui amène un potentiel incroyable, une complexité parfois, mais qu'on aura le droit de voir dans les futures tables rondes. Mais en tout cas, un potentiel incroyable selon nous. Bon, Catherine, tu as compris, il ne te vendra plus de produits, il te vend des solutions. C'est parfait. Tu es séduite, je le sens. Séduite. Non, mais merci, c'est important pour le marché. Pauline ? Est-ce que Nicolas, tu as une campagne food préférée en 2023 que tu aimerais nous partager en particulier ? Il y en a une qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et en fait, elle fait écho à pas mal de choses que tu as montré avant. L'incrémentalité. C'est à la fois le mot magique de tout le monde, mais en vrai, tu peux déjà la comprendre de différentes manières. C'est incrémentalité en parlant de quoi ? Sur quel type de profil ? Est-ce qu'on prend en compte que du recrutement ? On prend en compte de clients actifs ? Et en fait, moi, j'ai un combat qui est personnel, mais c'est avec les équipes et les clients. Ne jamais oublier ces gros clients. Faire une stratégie, notamment data off-site. La logique de je ne vais chercher que du nouveau n'est à la fois pas suffisante et à mon sens pas pertinente. Et c'est ce qu'on a fait avec un grand acteur de boissons gazeuses multimarques. Et en fait, on a réussi, et au-delà des résultats, c'est la philosophie dans la manière dont on a été construite, c'est qu'on a travaillé une stratégie annuelle, complète, donc de janvier à décembre sans interruption, avec à peu près 70% de la stratégie de l'investissement qui a été en always on sur l'ensemble de l'année, et ensuite du travail de temps fort par marque sur des périodes précises. Et ce qui pour moi a fait une des grandes différences, c'est qu'on a réussi à construire un modèle de mesure dédié à cette stratégie-là et qui ne soit pas campagne à campagne, mais sur des périodes beaucoup plus longues, pour justement se dire, on laisse le temps, on mesure le always on, on mesure le temps fort, on voit quel est l'impact d'un temps fort quand j'ai un always on derrière, si je n'en ai pas. Et on a appris comme ça, et sans très grand chiffre, mais aujourd'hui, c'est une stratégie qui a permis de générer plus d'1 800 000 euros de chiffre d'affaires incrémentaux que sur des clients actifs qu'on a fait passer d'occasionnel à petit, à moyen, à grand. Donc il y a tout ce travail de circulation qui a été fait et qui a été travaillé, qui aujourd'hui, au-delà des résultats qui sont très bons, moi ce que j'aime, c'est cette philosophie de on travaille le long terme. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut encore nous manquer parfois en retail média ou en réflexe, et on se dit c'est bien, on a des réflexes très on-site, j'ai investi, je veux voir tout de suite. Oui, mais s'il suffisait d'investir 3 semaines pour voir tout de suite, la moitié de la salle n'aurait pas de métier. Ou en tout cas, on aurait un avenir peut-être un petit peu plus sombre parce que ce serait quand même beaucoup plus simple. Donc, on a quand même, il y a tout ce travail de longévité qui va avec la lifetime value et autres, où il faut qu'on comprenne qu'on a besoin de laisser du temps aux choses pour fonctionner, et que c'est pas se tromper, c'est construire. Super. Alors justement, construire, Pauline, je crois que tu as un cas Bonduelle. On voulait partager, nous, un cas qu'on a fait aussi en Always On avec Bonduelle. Ce qui est intéressant pour ce cas, c'est qu'on avait commencé par regarder les catégories de produits pour un peu mieux comprendre comment les acheteurs dans cette catégorie se comportaient. Et du coup, on a activé pour les produits Bonduelle surgelés et on a choisi d'activer 3 segments, c'est juste derrière moi. Mais un segment de fidélisation, donc les gens qui achetaient déjà des produits Bonduelle surgelés. Un segment de recrutement marque, donc des gens qui achetaient dans la catégorie surgelée mais qui n'achetaient pas Bonduelle.
Et enfin, un segment de recrutement catégorie. Ils achetaient Bonduelle, mais pas encore la catégorie surgelée. Donc on a activé ces 3 segments. On avait en parallèle un groupe témoin qu'on n'a pas activé pour pouvoir mesurer l'impact incrémental. Et on a fait 2 phases de diffusion pour pouvoir changer les créas et renouveler finalement le message auprès des consommateurs. Ces 2 phases, elles nous ont permis également de mettre en place pas mal d'optimisation, d'exclure les déjà exposés, exclure les déjà acheteurs, finalement orienter la pression marketing sur ces différents consommateurs. Et ce qui a permis de mesurer finalement un impact incrémental sur le taux de conversion des recrutés de plus 7,7%. Donc ça a permis de montrer que cette campagne permettait de recruter pas mal d'acheteurs et d'avoir finalement un ROI incrémental positif sur cette campagne. Merci Pauline. Alors Catherine, un commentaire sur cette campagne? Bah, tu le sais, on a été ravis de travailler cette campagne-là avec vous. Alors, je pense qu'en plus, c'était une première pour nous. Et je pense que déjà, il y a un truc qui est important, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble sur cette campagne. Tous les mois, on se retrouvait pour voir les bilans avec impatience et voir comment, ensemble, on pouvait faire les bons choix pour optimiser les résultats. On vous a challengé aussi sur l'incrémental, parce que comme tout le monde, c'est ce qu'on veut voir. Au départ, on était uniquement sur des ROAS et on vous a dit, non, c'est pas ça qu'on veut. Et on a besoin de pouvoir prouver ce qu'a vraiment rapporté la campagne. On a testé pas mal de choses. On a testé différents segments. Ça nous a permis de traduire aussi nos cibles marketing en cibles médias. On a testé des assets créatifs. Et finalement, ça nous a permis de trouver le combo idéal entre objectifs, segments, assets, pression. Et grâce à ça, on a réussi effectivement à aller recruter, mais aussi fidéliser, faire basculer certains consommateurs d'une catégorie vers une autre, voir l'effet de halo que peut avoir une activation d'une catégorie produit sur le reste des catégories. Bref, ça nous a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec juste une campagne one-shot en 3 semaines ou 1 mois, parce qu'on a vraiment vu des courbes assez exponentielles. Au plus le temps passait, au plus les résultats étaient tangibles. Finalement, un peu un point commun avec ce que disait Nicolas sur le caractère longitudinal des campagnes qui fonctionnent, quoi. Tout à fait. Alors justement, Pauline, on avait une question là sur... Finalement, ça fait nous plus de 2 ans qu'on travaille ensemble sur le retail média et on voulait savoir chez Bonduelle, qu'est-ce que vous en tirez du retail média finalement? Quelle conclusion t'en tirez? Au-delà du fait que c'est intéressant de travailler avec nous. C'est un plaisir de c'est une bonne nouvelle. Écoute, ce que j'allais dire déjà en enseignement, nous, ce qu'on a eu en interne, ça va être au niveau organisationnel, c'est déjà d'être bien accompagné. Parce que le marché est très complexe, les acteurs changent les uns après les autres, les KPI ne sont pas uniformisés, donc on a besoin de cet accompagnement. On a besoin aussi en interne d'avoir une équipe d'experts qui prennent en charge le sujet, parce que voilà, c'est mouvant. On apprend de campagne en campagne et donc on a vraiment besoin de capitaliser sur cette connaissance en interne. Donc ça, c'était vraiment le premier point organisationnel. Un deuxième point qui peut paraître évident, mais c'est une erreur que nous, on a pu faire, c'est de bien vérifier ces référencements avant de se lancer, notamment les référencements en drive et les duplications promo, parce qu'on n'y pense pas toujours et ça peut être catastrophique sur les résultats d'une activation. Donc ça, c'est voilà, un autre point. Et puis surtout, avoir une stratégie qui est claire et bien identifiée, avec des objectifs par cible, et de ne pas s'éparpiller dans les tests, de rester sur une ligne directrice, et de continuer à optimiser les résultats au fur et à mesure, mais de ne pas partir dans tous les sens et vraiment être très focus sur ce qu'on a envie de travailler. Top. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais on a eu envie de casser un peu là, le train-train de cette interview et passer à du combini. Donc, on va vous poser des questions très directes. Ça ne sera pas toujours facile à entendre, je suis désolé. Il faudra des réponses courtes. Pas trop courtes, hein, mais pas trop longues. Pour vous, Nicolas, Catherine, le retail média, c'est quoi? On-site, off-site ou in-store? Je vais t'embêter, je vais dire les 3. Ah, mais ça, j'y avais même pas pensé. C'est bête. Non, omnicanalité obligatoirement. Bah oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la réponse simple, c'est que le retail média a le but d'aller chercher le client là où il est. Et aujourd'hui, on a beau croître en digital de manière exponentielle et incroyable.
on a quand même une très très grande partie du business qui se fait encore en magasin et il ne faut surtout pas l'oublier, sinon on risque de manquer beaucoup de choses. Et il y a surtout beaucoup d'innovations à faire encore en magasin, comme tu le présentais, ou d'autres qui n'ont pas encore été faites. Donc ne jamais oublier ce troisième pan. On attend le caddie connecté chez Carrefour. On a encore le droit de parler de Carrefour ou ça devient... T'en parles presque plus. Hein. C'est Je Unlimited. ne suis plus Carrefour. Je ne suis plus Carrefour. Mais je pourrais leur pousser l'idée du caddie connecté. Je m'en charge, je fais ton relais. Catherine. Je vais pas être originale, je vais dire les 3. Les 3. Les 3 parce que ça permet d'aller travailler tout le funnel de conversion, de travailler à la fois le branding sur la partie off-site avec de l'extension d'audience et puis d'aller travailler la conversion directement, qu'elle soit en magasin ou en drive. Donc on suit juste le parcours consommateur finalement. Top. Pauline. Attribution ou incrémentalité? La question qui tue. Question toujours compliquée, mais avec ce que j'ai dit avant, je ne peux pas dire autre chose qu'incrémentalité, normalement. Ça, non. Je veux bien qu'on le note, hein, parce que c'est une grosse étape. Nicolas vient de dire incrémentalité. Merci. Catherine? Forcément, incrémentalité. Voilà. Ça sera retenu contre vous. One shot ou always on? Always on pour sûr. Always on. On est d'accord. On est d'accord. Incroyable. Promo ou branding? Les deux. Mais à construire très différemment. Point d'attention. Ouais. Mais on peut travailler les deux sans aucun problème. Il faut juste savoir ce qu'on va en faire et bien le construire. Mais On va parler de télé après, alors. Ouais. Moi, définitivement branding. Quand même. Branding. Hein. Ouais. Recrutement ou fidélisation? Si tu réponds les 2 ou les 3 à chaque question, ça va commencer à devenir boring. Mais ça n'engage que moi, je dirais fidélisation. Non, je passe. Non, je ne vais pas te faire cet affront. Je vais y répondre quand même. Fidélisation. Fidélisation. Je pense que la plus grande valeur peut être là-dedans aussi. Catherine? Choix difficile. Ouais. Je dirais quand même fidélisation. Ouais. Parce que grâce à toutes ces datas, ça nous permet quand même d'aller travailler notre consommateur et l'amener sur des catégories ou des types de produits qu'il n'aurait pas forcément consommé sans qu'on le soumette à ses communications. Donc, fidélisation. Super. Eh bien, je crois qu'on arrive aux questions du public. Bravo, vous êtes sortis vivants de cette interview très dure. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Je sais que j'ai été très très long en introduction, on m'a fait des signes un peu bizarres, mais on peut prendre vos questions. Oui, merci. Anatole. Sur la question des secteurs. Oui, pardon. Mais la question est à propos du secteur, justement. Donc Anatole chez Rémi Cointreau. Je me pose la question, en tout cas, des restrictions possibles qui peut y avoir sur la question des alcools en retail média en France, s'il y en a ou pas. Alors, c'est pas tant une restriction, je ne suis pas non plus le sponsor de la loi E20, mais sur tout ce qui va toucher au off-site, on va rentrer dans un domaine digital beaucoup plus classique, j'ai envie de dire. Donc forcément, toutes les, on va dire, les contraintes de la loi E20 vont s'appliquer. Sur un environnement on-site, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, entre guillemets, qui va être fait, parce que les créas ne vont pas avoir la même chose, l'environnement ne va pas être les mêmes. Donc, je pense qu'il y a moins de contraintes créatives ou en tout cas de diffusion sur du on-site qu'il peut y avoir sur du on-site, même s'il y a des solutions qui se trouvent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément d'alcooliers qui investissent de manière importante, alors sur des alcools plus ou moins forts différemment, ou en tout cas, il y a des choses à faire, mais le on-site va amener un peu moins de contraintes légales là tout de suite que va peut-être l'avoir le off-site à mon sens. On a une question aussi en ligne pour ceux qui nous suivent à distance. Et donc, pour tous ceux qui nous suivent à distance, n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat. Et donc là, c'est une question de Claire Mailleux qui demande: avez-vous un exemple d'activation on-site, off-site et in-store? Donc, est-ce que vous faites beaucoup d'activations cross-canal? On en a. C'est jamais les plus simples à monter parce que faut s'assurer d'avoir tout de suite, tout le temps, les bonnes personnes autour de la table. Notamment côté des marques ou agences qui décident encore des 3 canaux, parce qu'on reste quand même encore parfois sur des choses très silotées, où le on-site et le off-site sont
tout de suite beaucoup plus facilement présent dans des équipes médias et marketing. L'in-store, c'est quand même encore éloigné, c'est encore un peu plus complexe. C'est pas encore totalement pris en main, médias et marketing, mais on en a fait une avec un cas, Riance par exemple, autre. On a gagné un prix en fin d'année dernière sur un cas comme celui-là. On en a. C'est pas... On a beaucoup de clients qui investissent sur les 3 leviers. La campagne qui est déployée stratégiquement sur l'ensemble des 3, on en a bien entendu, et c'est en tout cas nous, ce vers quoi on veut aller, la manière dont on travaille les choses. Voilà. Après, il y a des contraintes parfois budgétaires, organisationnelles, qui ne facilitent pas les choses. Mais oui, on est tout à fait capable de le faire, et surtout de mesurer l'ensemble du dispositif dans son entièreté. C'est aussi ça qui fait parce que activer les 3 en même temps, j'ai envie de dire, bon, c'est de l'organisation, mais ça se fait. Mesurer l'intégralité du dispositif entièrement, c'est là où est le challenge, ou en tout cas le plus grand intérêt. Merci infiniment. Catherine, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un bon duel pour cette année grâce au Retail Media? Alors pour le Retail Media, nous, notre souhait, on va dire qu'on en a 2. Un premier qui serait une uniformisation des KPI. Ça serait juste génial de pouvoir travailler les différents acteurs en ayant la possibilité de comparer réellement les choses, c'est la première. Et puis la deuxième, on attend avec impatience de pouvoir tester les premières campagnes avec la télévision, médias de masse, qui nous permettraient en fait de passer de campagnes héroïstes à des campagnes héroïstes et volumiques. Et donc voilà, de pouvoir... Qu'est-ce que tu viens de dire, Catherine? Il y a des gens dans la salle qui font des gestes incroyables. Un grand merci à tous les deux, un grand bravo. C'était pas facile de commencer, mais vous l'avez fait. Merci, on vous garde, installez-vous. Merci de ton invitation. Bravo. Et tout de suite, vous l'attendiez, la voilà, The Interview with Mr. Olivier. Olivier, bonjour. Ramona.